Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de présentation des clubs de Betclic Elite. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller regarder la première vidéo, tout simplement parce que je présente mes équipes cette année, c'est la nouveauté dans l'ordre de mon classement prévisionnel. Alors dans cette première vidéo, j'avais présenté les équipes qui d'une part allaient selon moi se retrouver à la lutte pour le maintien et également celles qui allaient lutter pour une place lors du play-in. Dans cette vidéo donc aujourd'hui, je vais me focaliser vraiment sur les équipes qui selon moi seront à la course pour les playoffs et seront intégrées pour le play-in. Et bien évidemment, petit tour d'horizon sur le sommaire de cette vidéo. Pour chacune des équipes, je commencerai par faire un petit flashback. Quels sont les 3 éléments qui m'ont marqué au sujet de la saison dernière, ce qui me permettra ensuite de parler des moyens financiers des clubs pour commencer à parler de leurs ambitions et surtout de leurs objectifs sportifs. Après ça, on fera un petit tour d'horizon sur le mercato, quels ont été les départs, les arrivées, quel est le roster final, et dans ce roster final, tout simplement, quels sont les 2 ou 3 joueurs que je vais suivre particulièrement pour l'équipe que je serai en train de présenter. Ce qui me permettra donc de terminer la présentation de l'équipe en question par mes craintes et mes motifs d'espoir, quels sont les éléments qui peuvent me faire peut-être un petit peu douter et qui les positionnent un petit peu plus bas au classement, et au contraire, quels sont les éléments forts pour lesquels je crois énormément en cette équipe pour la saison à venir. Alors, sans plus attendre, commençons directement notre présentation par l'équipe que je vois terminer dans le play-in à la 10e place. Et c'est donc un club mythique, tout simplement le CSP Limoges, que je vois peut-être classé à la 10e place. Commençons par un petit tour d'horizon sur ce qu'il s'est passé la saison dernière du côté de Limoges. On sait que c'est un club où il y a énormément de choses qui se passent à l'intersaison, mais aussi pendant la saison. Il y a beaucoup d'effervescence autour de ce club. Alors, que s'est-il passé la saison dernière? Tout simplement, on était sur une saison de transition. Si vous suivez un petit peu l'actualité de la Betclic Elite, il va sans dire que vous êtes au courant que le CSP a connu une période très trouble avec la reprise du club par Lionel Pelluet notamment, et donc Céline Fortet n'est plus à la tête du club. Ça avait créé beaucoup de remous, beaucoup d'agitation notamment sur les réseaux sociaux, car oui, le CSP Limoges aurait pu ne pas évoluer en Betclic Elite la saison dernière. Ça a été le cas, et sportivement, Limoges nous a crédité d'une saison pour le coup assez compliquée, sans réelles ambitions. Ils ont terminé dans le ventre mou du classement. À un petit moment, on a cru que le CSP allait jouer le maintien. Au final, ils se sont maintenus plutôt tranquillement, mais on était sur une saison de transition qui a été, somme toute, sans réelles ambitions sportives. Un autre élément qui m'a marqué, effectivement, dans cette saison dans le ventre mou, c'est que le CSP a encore une fois été très peu compétitif à l'extérieur. On le sait, il y a eu une période de 1 an sans victoire à l'extérieur pour le CSP, série qui s'est donc arrêtée au cours de la saison, mais globalement, ça a été compliqué dès lors que Limoges ne jouait pas à Beaublanc. Enfin, dernier élément marquant, et cette fois, c'est un élément très positif, je vais parler de Nicolas Lang qui a tout simplement battu le record de tirs à 3 points dans l'histoire de la LNB. Donc oui, ça a été un sacré événement. Bravo à Nicolas Lang qui va encore faire grimper son record sous les couleurs du CSP la saison prochaine. J'ai parlé juste avant de la reprise du club. Bienvenue à Lionel Pelluet qui vient aussi avec un autre carnet d'adresses, avec d'autres ambitions et donc avec un nouveau projet. Le projet de Lionel Pelluet, c'est de replacer Limoges à la tête du championnat. Alors à la tête, pas forcément dans les premières places, en tout cas d'en refaire une place forte, avec pour ça un projet de se monter un budget, une masse salariale qui vont d'année en année continuer d'augmenter. En tout cas, pour l'heure, la saison dernière, Limoges évoluait quand même avec des moyens assez limités, puisque Limoges avait le 13e budget et la 14e masse salariale. On était donc sur un club et sur une équipe qui disposait de moyens assez limités. Et on le sait, quand je parlais de l'agitation et de l'effervescence qu'il peut y avoir du côté de Limoges, j'ai parlé d'une année sportive sans réelles ambitions. Ça a soufflé le chaud et le froid du côté du CSP. Il y a eu effectivement l'éviction d'un coach au cours de la saison, et le coach qui a terminé la saison, ça a été l'un des coachs adjoints, Miko Larkas, qui n'a pas été conservé cet été. Donc oui, il y a eu encore beaucoup de mouvements cette intersaison du côté du CSP. Regardons le mercato et notamment les départs. Il y a donc eu 7 départs du côté du CSP la saison dernière. Parmi ces 7 joueurs, il y a des joueurs qui ont déçu et qui forcément n'ont pas été conservés par le CSP, et d'autres au contraire, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils restent et sur lesquels le CSP misait encore pour la saison prochaine, et malheureusement ils ne feront plus partie de l'effectif limogeaux. Parmi ces joueurs-là, je parlais de déception, et forcément le premier nom qui me vient en tête, c'est celui de Souley Boum, le meneur qui a été
arrivé en cours de saison pour censé renforcer l'équipe. Il provenait du championnat polonais où il avait affolé les compteurs. Et bien, il nous a crédité d'une très belle première prestation face à La Rochelle, malheureusement pour le club rochelais. Et suite à ce premier coup d'éclat, eh bien, on a eu un Souley-Boum assez décevant, assez irrégulier, qui n'est pas arrivé à se mettre au niveau de la division. À côté de ça, je parlais de joueurs sur qui le CSP croyait encore pour la saison à venir. Eh bien, nous avions tout simplement des joueurs qui étaient sous contrat. Je pense notamment à Modiara, qui a effectué sa première saison professionnelle en France et qui a laissé entrevoir de très belles promesses. J'aurais cru vraiment que le CSP parviendrait à le conserver. Il a été signé par Cholet, ce qui a permis aussi au CSP de récupérer un buyout. Autre joueur également que l'on aurait pu voir du côté du CSP la saison prochaine, eh bien c'est aussi un Français, c'est Alexandre Chassan qui lui a décidé d'aller tester sa cote du côté de l'étranger. Il espère trouver un contrat en Espagne. Après beaucoup de saisons passées en LNB, c'était peut-être aussi l'heure effectivement pour Alexandre Chassan d'aller essayer de tenter l'aventure à l'étranger. Et enfin, il y a eu quelques rumeurs à la fois pendant la saison et à la fin de la saison aussi d'une potentielle prolongation de Trevon Bleuet. Ça n'a pas été le cas. Alors pour renforcer cet effectif, eh bien le nouveau coach, sélectionneur de la Belgique, eh bien a procédé à un recrutement avec le directeur sportif. Ils sont allés récupérer un axe 1-5 notamment que l'on a déjà vu en France, Frank Mason et Gavin Ware. Pour les accompagner, il y a aussi des joueurs que l'on va découvrir en France parce qu'ils n'ont pas encore évolué dans le championnat. Je pense notamment à Arman Franklin, Léon Stergar qui a disputé l'Eurobasket avec la Slovénie et puis bien évidemment Justin Lewis et Nikola Jovanovic. Enfin, eh bien, la dernière addition, eh bien, c'est tout simplement un joueur qui va revenir au CSP puisqu'il avait été prêté à la Chorale de Rouen la saison dernière. C'est Sean Tanner qui va donc enfin découvrir l'élite avec le club du CSP Limoges. Ce qui nous fait donc quand même pas mal d'arrivées avec un nouveau coaching staff. Voilà, on est sur une reconstruction quasi totale puisque parmi les rescapés eh bien, de la saison dernière, on va retrouver Vincent Amsalem, mais sur lequel il y avait eu des rumeurs de départ à l'intersaison, et bien évidemment le capitaine de cet effectif, l'expérimenté et très fort shooter Nicolas Lang. Pour les accompagner, eh bien, on va aussi retrouver Kenny Baptiste sur le poste 4, et donc il va falloir recréer tout un collectif pour le sélectionneur donc de la Belgique qui est à l'Eurobasket cet été, et donc voilà, qui a manqué une grosse partie même de la préparation. Pour faire la transition sur les joueurs à suivre maintenant, il y a deux joueurs dont j'ai relativement peu parlé, c'est le nouvel axe 1-5 du CSP, Frank Mason et Gavin Ware. Alors, je vais commencer par le meneur américain que l'on a déjà vu très performant du côté du SLUC Nancy. L'aventure avec le SLUC s'était assez mal terminée. Il y avait eu une blessure du côté de Frank Mason, voilà, qui a été indisponible et il me semble eh bien, que le SLUC eh bien, souhaitait que le meneur américain joue. Donc, sujet de discorde entre les deux parties qui se sont finalement séparées et le joueur avait été remplacé, il me semble, eh bien, tout simplement par l'américain Chris Clement. C'est donc un retour en France et peut-être en force pour Frank Mason qui est un meneur avec d'innombrables qualités, un premier pas très rapide, un joueur très percutant, agressif pour aller au cercle et qui va donc représenter une menace offensive très intéressante pour le CSP. C'est une recrue donc d'envergure, c'est un meneur d'expérience et c'est d'autant plus intéressant pour le CSP que l'on sait que Limoges a galéré sur ce poste-là la saison dernière avec d'ailleurs Tyrell Terry, un meneur américain, un ancien grand espoir du basketball américain qui avait été signé et qui malheureusement n'a pas fait l'affaire. Et sur la suite de la saison, eh bien, Limoges a un petit peu galéré à ce poste-là avec des joueurs qui découvraient la division, Vincent Amselem, avec Alexandre Bouzidi également, et puis Souley-Boum qui est arrivé au cours de la saison et qui n'a pas su être régulier dans son niveau de performance. Et donc avec un meneur du calibre de Frank Mason, c'est donc un meneur de calibre supérieur qui va rejoindre la Haute-Vienne et je l'espère, eh bien, il pourra enfin représenter une menace offensive et à la création pour venir épauler Nicolas Lang. Et Frank Mason, eh bien, j'espère aussi beaucoup qu'il va pouvoir servir Gavin Ware, donc son intérieur dans les bonnes dispositions. Gavin Ware, c'est un joueur que l'on connaît très bien dans notre championnat de France. Il a longtemps évolué du côté eh bien, de la JDA Dijon. Et Gavin Ware, si je le mets dans mes joueurs à suivre, eh bien, c'est tout simplement parce que eh bien, la saison dernière, eh bien, il a été un petit peu décevant avec un niveau de performance clairement en dents de scie. En cause, eh bien peut-être une méforme, et notamment sur le début de la saison. On sait que c'est un joueur qui doit trouver son poids de forme. Il était arrivé avec des kilos en trop à la préparation la saison dernière, et on le sait, c'est compliqué pour ce type de gabarit, quand on n'est pas dans son poids de forme, eh bien de performer et d'être régulier, et ça met beaucoup plus de temps pour retrouver une forme physique convenable. Il va donc falloir que Gavin Ware, eh bien, il soit affûté, et ça dès le début de la saison, parce qu'il aura un rôle très important pour le CSP. On a vu à quel point ça peut être un très bon intérieur de la division,
saison, mais si là le niveau de performance qui a été le sien la saison dernière du côté de Dijon, ça va être très compliqué pour le CSP, donc mes yeux vont aussi forcément beaucoup se river sur Gavin Ware et notamment sur sa forme physique en début de saison. Abordons donc maintenant mes craintes et mes motifs d'espoir. Alors je vais commencer par une crainte qui est une crainte que chaque année, eh bien, on pourrait ressortir pour le CSP Limoges, c'est qu'on a l'impression qu'on est continuellement sur un nouveau cycle avec un nouveau coach qui arrive à la tête de l'équipe et un nouveau staff. Alors oui, il y a encore une fois un nouveau coach et donc c'est un énième recommencement pour le CSP. Est-ce que l'équipe professionnelle va arriver à poser des bases qui vont perdurer dans la durée? Est-ce que la saison prochaine, on aura encore une fois le même coach à la tête de cette équipe? C'est une question que je me pose forcément. On a besoin d'avoir de la stabilité du côté de Limoges. Je sais que stabilité et Limoges dans la même phrase, ça fait pas souvent bon ménage, mais il va vraiment y en avoir besoin. On est donc sur un nouveau propriétaire, Lionel Pellier, qui vient avec un projet. Il va falloir poser cette saison les fondations et les bases de ce projet-là et avoir un minimum de continuité, sans quoi ça va être tout simplement compliqué de performer dans la durée. Et on le voit, les clubs qui travaillent bien et qui sont les plus performants, c'est tout simplement les clubs qui arrivent à avoir un minimum de continuité, à créer quelque chose sur la durée. Ma deuxième crainte, et je vais faire très rapide parce que je viens d'en parler, ça va concerner Gavin Ware, et donc quelle va être sa forme physique en début de saison. Sur les premières images que je vois qui sont postées par le CSP sur les réseaux sociaux, eh bien Gavin Ware, il semble plutôt avoir une bonne forme physique, et donc peut-être que cette crainte, c'est tout simplement une petite interrogation que va très vite lever Gavin Ware, et ça, j'ai très hâte de le voir à la fois lors des matchs de pré-saison, mais ce qui va compter aussi, c'est de voir quelle va être sa forme et son impact dès le début de la saison avec sa nouvelle équipe du CSP. Dernière crainte maintenant, qui est aussi une interrogation, c'est un petit peu un mix des deux, j'ai parlé du manque de compétitivité de Limoges sur les matchs à l'extérieur. Et bien si Limoges va avoir envie de viser plus haut que simplement viser un maintien tranquille et de pouvoir intégrer le play-in, eh bien tout simplement il va falloir que Limoges performe à l'extérieur et non pas seulement à domicile. Et donc pour ça, eh bien, dès les premiers matchs de la saison, je vais m'intéresser, alors oui, certes aux résultats, mais aussi grandement aux attitudes. Quelles vont être les attitudes des joueurs du CSP à l'extérieur en début de saison? Ça nous donnera peut-être aussi une indication sur, bien tout simplement, les ambitions et les objectifs que va pouvoir se fixer Limoges. Si on se retrouve encore avec des attitudes qui ne sont pas forcément les bonnes et donc des défaites qui commencent à être un petit peu trop larges et conséquentes à l'extérieur, eh bien ça va peut-être vouloir dire qu'encore une fois, Limoges va devoir uniquement compter sur des victoires à beau blanc, et ça, quand même, c'est assez compliqué. Abordons mes motifs d'espoir maintenant, et là aussi, je vais aller assez vite sur mon premier point. Tout simplement, c'est la signature du meneur américain Frank Mason. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, au moins sur le papier, eh bien, une signature de ce calibre-là sur le poste 1, et donc ça va faire du bien. Je pense que l'on va enfin avoir un meneur à la hauteur du standing du CSP, et ça, très clairement, ça va faire énormément de bien aussi à Nicolas Lang, qui a été très esselé au niveau des responsabilités offensives la saison dernière, tant à la création qu'au scoring. Et donc ça, c'est très clairement mon deuxième point, avec la signature de Frank Mason, avec un pivot avec beaucoup de touchés et avec un potentiel offensif supérieur comme Gavin Ware, avec aussi des joueurs sur le secteur extérieur qui, je pense, vont avoir une capacité de création très intéressante, notamment Léon Stergaard et Arman Franklin. Eh bien, je pense quand même qu'il va y avoir un petit peu plus d'homogénéité dans le danger offensif du jeu du CSP Limoges cette année, et ça va permettre aussi peut-être de libérer et de créer un petit peu plus d'espace à Nicolas Lang, qui a été sacrément harcelé par les défenses l'année dernière, puisqu'il était principalement la seule menace du CSP la saison dernière. Et mon dernier point, c'est qu'on va aussi attendre une progression forcément logique et attendue des joueurs français qui ont encore une marge de progression. Eh bien oui, la saison dernière, il y avait quand même dans cet effectif des joueurs qui disputaient pour la plupart leur première saison à ce niveau-là, et donc on peut s'attendre pour leur deuxième saison à ce qu'ils prennent un petit peu plus de galons, ils ont un peu plus d'expérience, et donc forcément je vais attendre une progression de leur part, et je pense que l'effectif du CSP et le coaching staff notamment, on va attendre aussi un niveau de performance supérieur. Je pense notamment à Vincent Abselem, qui va gagner, je pense, en expérience dans la tenue du ballon. Et puis surtout, il y a aussi un joueur dont je n'ai pas encore parlé, c'est Mamadou Guissé, qui nous a crédité de quelques fulgurances la saison passée. Il a pu profiter parfois des blessures de Alexandre Chassan, de Kenny Baptiste aussi, pour être repositionné sur le poste 4. Maintenant, en alternance, peut-être sur les postes 3 et sur le poste 4, je suis très curieux de voir ce que Mamadou Guissé va pouvoir nous montrer. Il a montré qu'il pouvait jouer et surtout qu'il pouvait performer à ce niveau, et sans nul doute, son expérience à l'Eurobasket cet été va lui être grandement profitable pour la saison qui vient.
On continue maintenant avec la JDA Dijon que je vois classée à la 9e place de la prochaine saison. Alors, que s'est-il passé du côté de la Bourgogne la saison dernière? Eh bien, commençons avec le commencement. Il y a eu un démarrage du championnat qui a été très compliqué pour la JDA Dijon. Si l'effectif sur le papier, eh bien, semblait plutôt prometteur avec beaucoup de retours, beaucoup de joueurs qui étaient de retour du côté de la JDA, eh bien, le début de saison, eh bien, n'a pas permis de montrer la continuité et les repères collectifs que pouvait avoir cette équipe. Le démarrage en championnat, en tout cas, a été assez compliqué et j'ai même cru à un moment eh bien, que la JDA pouvait même se séparer peut-être de Laurent Le Niam si d'aventure les résultats continuaient à être aussi délicats. Le deuxième point que je notais, eh bien, c'est l'axe 1-5 qui a été en délicatesse et ça pas forcément pour les mêmes raisons. Je viens de parler de Gavin Ware, donc qui était le pivot de la JDA la saison dernière. Comme je l'ai dit, Gavin Ware, voilà, il a eu un état de forme physique qui ne l'a pas permis eh bien, d'être performant et ça pendant quand même quelques mois et ça n'a clairement pas plu à son coach Laurent Le Niam. Du côté du poste 1, j'ai parlé aussi de délicatesse tout simplement parce que David Holston, voilà, qui était encore le leader de cette équipe, eh bien, a connu beaucoup de pépins physiques et ça a forcément donc beaucoup embêté la JDA qui n'a pas pu s'appuyer sur son leader. Dernier point maintenant, et c'est à souligner surtout parce qu'il y a eu un démarrage qui a été assez compliqué, c'est que la JDA a réussi à redresser la barre jusqu'à se qualifier pour les playoffs, notamment via le play-in, et donc ça reste quand même un élément très positif. Abordons maintenant la partie des moyens financiers. La JDA Dijon est un club qui, saison après saison, a réussi à se structurer et surtout a réussi à se stabiliser dans la première partie du championnat, et maintenant, eh bien, la JDA possède des moyens financiers qui sont quand même relativement conséquents, puisque la saison dernière, le club possédait le 7e budget et la 5e masse salariale, donc des moyens qui sont assez confortables pour Laurent Le Niam et pour Fabien Romeyer. Et donc maintenant, abordons la section qui nous intéresse peut-être le plus, c'est le mercato. Après une saison qui a été assez irrégulière, vous l'aurez compris du côté de la JDA, il y a eu beaucoup de mouvements cet été avec pas mal de départs. Pas moins de 8 départs, à commencer par Shariff Cooper, le meneur qui était venu renforcer l'équipe dans le dernier tiers du championnat, tout comme Phil Booth notamment, qui lui de son côté a notamment intégré le coaching staff d'une équipe NBA. Pour les accompagner, et là ce n'est pas forcément un départ qui a été désiré, eh bien c'est Ilias Kamardine, l'un des espoirs du basket français. Après une très belle découverte de l'élite la saison dernière, eh bien il a cédé aux sirènes de la NCAA, il va connaître l'aventure universitaire américaine et sans nul doute, eh bien son départ c'est un petit peu un crève-cœur, on perd l'un des plus grands talents de notre championnat. Du côté des joueurs étrangers, il y a eu aussi deux pertes, celle de Marquis McDuffie qui je pense eh bien, ne va pas laisser un souvenir impérissable sur sa deuxième saison à Dijon aux fans bourguignons, et puis il y a également Christian Sengfelder que le staff souhaitait conserver. L'Allemand a réalisé une très belle saison, il a été l'une des belles surprises de la saison du côté de Dijon, mais voilà, il va retourner chez lui en Allemagne. Gavin Ware, donc également j'en ai parlé, qui a signé du côté du CSP. Jean-Philippe Daly de son côté a signé à Saint-Quentin après avoir eu très peu de temps de jeu du côté de Dijon. Et enfin c'est Alan Dokossi qui après 2 saisons à Dijon a rejoint le Paris Basketball. Et du côté des arrivées, ce qui me permettra ensuite eh bien, de faire le lien avec le budget, la masse salariale notamment, eh bien on voit que Dijon a choisi de mettre le paquet sur certains joueurs, à commencer par l'une des recrues stars de l'été, Justin Bibbins, voilà, que l'on connaît très bien, qui a été super performant du côté de Nanterre notamment, qui va rejoindre donc l'équipe de Laurent Le Niam pour faire un duo de meneurs américains, j'y reviendrai juste après dans le roster. Pour l'accompagner sur les postes arrière, on a la recrue Zeke Moore qui nous provient d'Elite 2, voilà, qui avait commencé la saison du côté de Hier-Toulon et qui l'avait fini à Rouen. Il y a là forcément une connexion avec Jean-Louis Bord, que l'on sait très proche de Hier-Toulon notamment, et très proche aussi de la JDA Dijon. Sur le reste de l'effectif, et notamment sur les postes intérieurs, eh bien, il y avait une raquette à reconstruire du côté de Dijon. Sont donc arrivés William Senaras, Jordan Barnett, Tariq Owens et Quentin Losser. Le roster est donc en partie reconstruit avec seulement quelques joueurs qui sont restés, notamment sur le secteur extérieur. Axel Julien, voilà, l'un des plus anciens et fidèles joueurs de Laurent Le Niam. Robin Ducoté, le jeune arrière formé au club, et forcément, quand je parle d'anciens et de fidèles joueurs qui accompagnent Laurent Le Niam, comment ne pas penser à David Holston. Il
Il y avait eu beaucoup d'indécision et d'incertitude sur le fait que David Olson allait rempiler pour une saison supplémentaire. Il y a eu des rumeurs sur une potentielle retraite et donc après une saison tronquée par les blessures, David Olson ne pouvait clairement pas nous dire au revoir et partir prendre sa retraite sur une note comme ça. Il rempile donc pour une saison qu'il disputera aux côtés de Justin Bibbins, un renfort qui va lui faire beaucoup de bien pour le décharger de certaines responsabilités. David Olson aura donc un rôle et un temps de jeu un petit peu moins important, ce qui lui permettra d'être performant sur un plus court temps de jeu. Un autre joueur également qui est resté et qui était l'un des piliers de cette équipe la saison dernière, c'est l'international slovène Gregor Hrovat, voilà, qui est un joueur cadre de la JDA Dijon, qui est un très bon joueur de la division. On l'a vu du côté de Portez, on l'a vu aussi du côté de Dijon. Sans nul doute, Gregor Hrovat, c'est l'une des grosses valeurs sûres de la JDA Dijon et donc de notre championnat. Et d'ailleurs, il dispute cet été l'Eurobasket aux côtés de Luka Doncic. Et donc un petit mot maintenant sur la raquette qui a été complètement reconstruite et que l'on voit avec un profil relativement différent et notamment sur le poste 5 puisque Tariq Owens vient remplacer Gavin Ware, deux joueurs qui ont des qualités qui sont diamétralement opposées. Et si Gavin Ware, qui est un joueur plutôt lourd, solide au sol et surtout qui peut s'écarter car il a de très bonnes mains et un très bon toucher à 3-4 mètres, eh bien Tariq Owens, lui, n'a pas du tout le même profil. C'est plutôt un joueur qui va venir jouer les pics et surtout qui va ensuite rouler vers le cercle. Et c'est donc un joueur qui est plutôt aérien, très vertical, qui très clairement n'a pas la puissance, il n'a pas la solidité au sol de Gavin Ware, mais qui va aussi offrir différentes possibilités pour notamment jouer des pics avec Justin Bibbins. Et puisque je parlais de la puissance physique de Gavin Ware, c'est vrai que du côté de la puissance physique, c'est quelque chose qu'on le retrouvera plutôt sur le poste 4, puisque ça a été aussi l'une des grosses recrues de l'intersaison côté JDA. Ils ont signé Williams Naras, voilà, qui est un intérieur, un poste 4 référencé de notre championnat, qui avait fait les beaux jours, notamment du MSB. Williams Naras, il va apporter toute sa combativité, sa capacité à impacter et à tenir les intérieurs adverses, et donc il va représenter une valeur sûre de la division, un joueur qui va être, à mon sens, bien plus fiable, même si ce n'est pas du tout les mêmes profils, dans son apport que celui que pouvait avoir Marquis McDuffie, notamment la saison dernière. Donc une très belle recrue, voilà, pour Dijon, avec Williams Naras, qui se dote donc de puissance physique, de combativité aussi dans la raquette, ce qui permettra, voilà, aussi d'être complémentaire, en tout cas dans le 5 majeur, de Tariq Owens, qui est un intérieur, voilà, qui aura peut-être un petit peu plus de mal à tenir des gros gabarits. Je vais maintenant parler de mes joueurs à suivre, et je vais commencer par le poste 1, donc le meneur, la recrue star du mercato dijonnais cet été, Justin Bibbins. Alors Justin Bibbins, et j'ai commencé à en parler, c'est une grosse recrue, déjà parce que par le passé, il a montré que c'est un joueur qui pouvait être dominant, voilà, il l'a montré avec une excellente saison du côté de Nanterre, où ensuite il était parti du côté de l'Italie, il revient donc en France, et si c'est une grosse recrue, c'est parce que j'ai parlé des problèmes physiques qu'a connu la JDA sur ce poste 1 la saison passée avec David Olson, et ce qui est très cool, c'est que avoir un meneur du calibre de Justin Bibbins dans notre division va permettre aussi de conserver David Olson, mais en lui donnant aussi moins de temps de jeu, moins de responsabilités, et donc ça va permettre de préserver David Olson, et c'est donc très chouette d'avoir deux micro-meneurs, deux petits lutins, du coup très efficaces dans leur rôle respectif, être à la tête de cette équipe de la JDA Dijon la saison prochaine. Et c'est d'autant plus intéressant que l'on connaît la capacité aussi de création offensive et de scoring aussi de shoot à longue distance qu'a Justin Bibbins. Donc très clairement, c'est un grand oui et c'est un grand plaisir pour le revoir évoluer du côté de la Betclic Elite la saison prochaine. Pour l'accompagner maintenant dans mes joueurs à suivre, j'ai commencé à en parler. Il y a le profil donc de Tariq Owens qui est un style de pivot que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu forcément du côté de la JDA Dijon. Il y a eu Gavin Ware, voilà, qu'on a longtemps connu sous les ordres de Laurent Leniam, et bien maintenant il y aura Tariq Owens. Tariq Owens, comme je le disais, c'est un profil qui est totalement opposé à celui de Gavin Ware, un pivot qui est beaucoup plus vertical, un joueur aussi qui va permettre peut-être d'avoir un style de jeu un petit peu plus basé sur la vitesse, un pivot aussi qui sera peut-être beaucoup plus à l'aise en transition, et on sait qu'avec aussi un meneur comme Justin Bibbins où ça peut aller très vite, où ça peut très vite se projeter, on aura ce meneur capable de très vite courir vers l'avant, d'aller finir potentiellement sur des dunks, sur des alley-oops, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu du côté de Dijon, même si on l'a un petit peu vu la saison dernière avec Alan Dokossi, mais qui avait cette capacité à alterner entre les postes 5 et les postes 4. Donc un style de jeu qui sera peut-être légèrement
légèrement différent avec voilà, des capacités et des options un petit peu différentes sur le poste 5. Il n'y a plus forcément ce joueur avec beaucoup de touchés sur le poste 5 qui va être capable de s'écarter. Par contre, on sera beaucoup plus, je pense, dans un jeu de mouvement, un jeu de transition, de transmission de balle aussi, et ça peut être assez intéressant. Abordons maintenant mes craintes et mes motifs d'espoir. Je vais commencer par une crainte qui est là pour le coup un vrai doute. C'est que certes, il y a un 5 majeur qui est de très grande qualité, mais on est globalement sur une équipe qui, je pense, va avoir un plafond assez bas. Certes, le plancher est assez haut, et c'est d'ailleurs pour ça que je les positionne à la 9e place, mais je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir une grosse marge d'erreur pour la JDA Dijon cette année, et notamment du fait qu'on a assez peu de joueurs qui ont encore de grosses marges de progression. On est globalement sur un effectif dont on connaît ce qu'ils valent, même s'il y a des incertitudes qui vont potentiellement provenir du banc. Et ça, c'est ma deuxième crainte. On est sur un banc voilà, qui a encore beaucoup à prouver, avec des joueurs qui nous proviennent d'Elite 2 ou des joueurs qui, pour le moment, ont encore pas totalement explosé ou confirmé les promesses qu'ils ont pu faire entrevoir. Et donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, alors oui, il y a une valeur sûre dans le banc, c'est David Alston, mais David Alston, on l'a vu sur les 2 dernières saisons, il est quand même maintenant assez fragile. On est sur un meneur qui va sur ses 40 ans, il a eu des pépins physiques à répétition, et donc il va falloir le gérer, il va falloir gérer son utilisation. Et à côté de lui, sur le banc, il va aussi y avoir des joueurs qui vont découvrir la division, avec Zeke Moore, voilà, qui est un joueur dont, personnellement, j'aurais pensé que c'est un joueur qui ne collerait pas du tout à la philosophie de Laurent Le Niam, un joueur qui est plutôt élégant et avec un plutôt bon shoot, mais par contre qui a montré de grosses limitations sur le secteur défensif, et on sait à quel point c'est un secteur qui peut faire grincer des dents Laurent Le Niam quand ce n'est pas bien exécuté. Et puis à côté de ça, il y a un Quentin Le Serre qui va connaître voilà, une promotion d'importance, joueur qui a découvert l'Elite 2 la saison dernière, enfin qu'il a redécouvert plutôt puisqu'il y avait déjà évolué du côté de Denain, et donc là il va encore monter d'un étage avec cette fois la Betclic Elite, et donc Dijon, une équipe quand même qui se veut compétitive et qui se veut pouvoir lutter pour les playoffs. Donc sans dire que Quentin Le Serre c'est un pari, eh bien ça reste malgré tout quand même un joueur qui va devoir prouver qu'il peut apporter de bonnes minutes en relais de Tariq Owens, parce qu'on a vu aussi, et si je compare à l'année dernière, à quel point Jean-Philippe Daly par exemple, un joueur qui provenait de l'étage inférieur, avoir très peu de temps de jeu et très peu de responsabilités. Donc oui, il y a quand même des paris, voilà, qui font écho peut-être aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, à des moyens financiers certes importants, mais on voit que globalement, l'enveloppe majoritairement de la masse salariale a été plutôt allouée aux 5 majeurs. Donc voilà, c'est un petit doute que j'ai. Attention, du coup, forcément, au temps de jeu du 5 majeur, la JDA qui, en plus de ça, il me semble, va disputer la FIBA Europe Cup, donc avec aussi un petit peu plus de matchs. Troisième élément dont j'ai envie de parler, ce n'est pas une interrogation ni une crainte, c'est plutôt une constatation et une déception, c'est la perte de Ilias Kamardine. Ilias Kamardine, il sortait d'une très belle première saison à ce niveau-là, il a montré qu'il était capable de fulgurance, il a montré que c'était un joueur voilà, qui peut prendre ses responsabilités et qui peut amener du danger offensif à la création, mais aussi avec un step back dévastateur. C'est donc voilà une petite déception de ma part de ne pas le voir continuer à la JDA pour continuer à s'affirmer en relais de David Alston, voilà, pour prendre la relève voilà, d'un backcourt que l'on connaît déjà très bien, mais qui commence petit à petit à être vieillissant. Et donc, Ilias Kamardine, il représentait aussi peut-être du sang neuf, et donc peut-être la relève de cette jeune garde dijonnaise. Donc oui, c'est une petite déception de ne pas voir Ilias Kamardine continuer l'aventure du côté de Dijon. Dernier point, c'est peut-être le petit manque de muscles sur le secteur intérieur. On sera globalement sur une raquette qui sera assez petite en taille. Tariq Owens et ses 2m6 ou 2m8 sera le plus grand intérieur, mais j'en parlais, il a un profil complètement opposé à celui de Gavin Ware, avec un manque de kilos très clairement, et je ne sais pas si Quentin Le Serre aura les épaules, sans mauvais jeu de mots, et bien pour venir tenir des gros gabarits au poste 5, car oui, très clairement, Tariq Owens, il a plutôt le morphotype d'une allumette. C'est un joueur qui est très long, très vertical. Je pense qu'il peut assez facilement se faire enfoncer. Il y a un petit manque de densité physique sur le poste 5, et clairement, Williams Naras ne va pas pouvoir tenir tous les intérieurs. Maintenant, du côté de mes motifs d'espoir, et je l'ai dit quand j'ai parlé du plafond assez bas de la JDA, à l'inverse, il y a un plafond qui est assez haut, et notamment parce qu'on a un 5 majeur de très grande qualité. Justin Bibbins, Axel Julien, Gregor Ovat, Williams Naras et Tariq Owens. On est là sur des joueurs référencés de la division, mis à part Tariq Owens qui va la découvrir,
que des valeurs sûres et que des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient être dominants dans des styles de jeu très différents. Donc oui, ça annonce, je pense, une belle certitude, ce 5 majeur pour la JDA Dijon, et c'est aussi pour ça que je les place dans le play-in pour l'instant. Mon troisième point, et là aussi je vais faire très vite, j'en ai longuement parlé, c'est Justin Bibbins. Justin Bibbins, ça aurait été une superbe recrue, je pense, pour à peu près tous les clubs de l'élite, mis à part forcément l'Asvel et Monaco, quoique quand on voit le recrutement qu'a fait l'Asvel, mais ça j'y reviendrai peut-être dans cette vidéo, on ne sait pas, eh bien oui, Justin Bibbins, c'est un meneur qui est référencé en Betclic Elite, c'est un meneur qui est référencé en Europe, et très clairement c'est une superbe recrue pour le club de la JDA. Enfin, et c'est mon dernier point, et là aussi je vais faire assez vite, c'est qu'on est quand même sur un axe 1-5 qui est opérationnel, et ça dès le début de la saison, parce que oui, on l'a vu et je l'ai dit dans le flashback, l'axe 1-5 David Olson, Gavin Ware, la saison dernière, eh bien ça a été très en difficulté, avec d'un côté des blessures et de l'autre côté eh bien une méforme physique qui a fait que le niveau de performance n'était pas au niveau attendu. Là, avec Tariq Owens et donc Justin Bibbins à la main, eh bien la JDA s'assure un duo sur le poste 1-5 qui devrait être performant. Poursuivons avec l'équipe que je mets dorénavant à la 8e place. Et oui, la formule du championnat a changé, donc la 8e place n'est plus qualificative d'office pour les playoffs. Par contre, la 8e place offre quand même un petit avantage du terrain pour le play-in, et ça, ce n'est quand même pas négligeable. Alors, que s'est-il passé pour le club francilien la saison dernière? Je vais commencer par mon premier point, c'est qu'il y a eu un recrutement très tardif, et j'en parlais dans mon bilan de la saison passée. Oui, après une très belle saison qui a vu Nanterre se faire dépouiller il y a 2 ans, enfin plutôt à l'intersaison la saison dernière, Justin Bibbins était parti, Ibrahima Falfay également, Joël Ayayi également, pour ne citer que, et donc il y a eu un recrutement pour les remplacer qui a été extrêmement tardive, avec l'arrivée surtout très tardive de l'axe 1-5 composé de Ahmad Kaver et Justin Tillman. Un autre élément qui m'a marqué dans cette saison de Nanterre, c'est qu'il y a eu un passage de flambeau qui malheureusement a été raté. Et oui, il y a eu une transition qui a été effectuée à la tête de l'équipe professionnelle entre Pascal Donadieu et Philippe Da Silva. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Philippe Da Silva donc fait partie du mercato puisqu'il est parti du côté de Saint-Quentin à l'intersaison, et même en étant extérieur au club, eh bien j'ai l'impression que tout ne s'est pas forcément bien déroulé et qu'il y a eu une osmose entre Philippe Da Silva et Pascal Donadieu cette saison du côté de Nanterre. Dernier point, et là c'est encore un élément plutôt négatif, c'est qu'il y a eu une fin de saison en roue libre. Il y a eu tout d'abord l'élimination en Coupe d'Europe pour laquelle eh bien, Nanterre n'a pas pu bénéficier eh bien, du niveau de performance qui commençait à être intéressant de son meneur Ahmad Kaver. Ahmad Kaver n'a pas été remplacé et là ça a commencé à être très compliqué avec des blessures qui se sont enchaînées, et si Nanterre était encore à la lutte pour le play-in, et bien voilà, avec un effectif qui était toujours plus diminué, Desi Rodriguez aussi à la fin de la saison, et bien Nanterre a fini un petit peu la saison en roue libre et c'est bien dommage. Côté moyens financiers, et bien on en a l'habitude maintenant, on sait que Nanterre n'est pas un club fortuné dans la division. Nanterre a souvent réalisé des exploits, Nanterre a été champion de France, on connaît toute l'histoire autour de Nanterre, ça reste encore une petite équipe, même si maintenant Nanterre a quand même de l'antériorité et de l'expérience dans la division. Nanterre possédait le 11e budget et la 11e masse salariale, donc sur 16 clubs, Nanterre doit encore faire des paris pour pouvoir continuer à performer dans ce championnat. Du côté du mercato, j'ai parlé du départ du coach de l'année dernière, Philippe Da Silva, qui est allé du côté de Saint-Quentin, et donc il y a eu énormément de mouvements à la tête de l'équipe, mais aussi au niveau des joueurs et du roster pour la saison prochaine. Regardons les départs, avec énormément de départs, à commencer par un départ assez surprenant, celui de Milan Barbic qui s'en va du côté de la Grèce et je crois du côté d'un promu grec. Alors oui, c'est assez surprenant, surtout lorsque l'on sait que eh bien, le coach qui vient remplacer Philippe Da Silva, c'est Julien Mahé, et que Julien Mahé est un joueur qui a l'habitude aussi de travailler avec des jeunes et de faire progresser les jeunes. Donc moi, personnellement, déjà, le départ de Milan Barbic, c'est quelque chose qui m'a surpris. Pour l'accompagner, toujours dans les départs, Ahmad Kaver, voilà, le meneur qui a réalisé globalement une plutôt bonne saison, même si ce n'est pas un pur meneur et c'est plutôt un combo guard. Combo guard, c'est également comme ça que l'on pourrait décrire Lucas Fischer, même s'il est un petit peu moins meneur et surtout un poste 2, il a été prêté du côté du Portel pour assumer un petit peu plus de responsabilité et avoir plus de temps de jeu. Autre départ d'un jeune potentiel également, c'est celui de Simeon Kalemba qui de son côté va intégrer le roster professionnel de l'équipe de Denain, tout comme Yannis Salar qui de son côté va
découvrir les Ligue 2 du côté de La Rochelle. Après sa signature cet été du côté de Nanterre, eh bien, il sera prêté au club rochelais. Et pour finir les départs, eh bien, nous avons également William Howard qui était venu renforcer l'équipe en cours de saison, Justin Tillman et Desi Rodriguez. Voilà, c'est un joueur important pour Nanterre. Eh bien, Desi Rodriguez va faire son envol et on ne le reverra plus du côté du Palais des Sports la saison prochaine. Du côté des arrivées, j'ai déjà parlé de l'arrivée de Julien Mahé à la tête de l'équipe professionnelle, et Julien Mahé, eh bien, nous a sorti un recrutement assez intriguant et intéressant avec beaucoup de joueurs qui nous proviennent de NCAA et donc qui vont démarrer leur carrière professionnelle. À commencer par Zakai Ziegler, voilà un génial petit meneur qui semble un floor général sur le parquet et qui va être à coup sûr l'une des signatures intrigantes de la division cette année. Il y a également le retour à souligner, le troisième retour de Jérémy Senglin que l'on connaît bien, la signature d'un des prospects du basket français, Hugo Yimga Mukuri, et puis je parlais de joueurs qui nous provenaient d'Amérique, et bien il y a tout simplement Mitchell Saxen, Donta Scott, et puis il y a également le retour d'un joueur qui va évoluer sous les ordres de Julien Mahé, retour parce qu'il a déjà évolué avec Julien Mahé, mais pas à Nanterre, c'est celui de Mathis Dossouyevu, qui va quitter Paris Basketball pour évoluer du côté de Nanterre. La route va être très courte pour Mathis. Pour accompagner ces recrues, il y a quelques joueurs qui sont restés, à savoir Benjamin Séné, voilà, qui fait partie des murs maintenant du côté de Nanterre, Paul Lacombe également sur les lignes arrières, et puis Lucas Dussoulier, plutôt positionné en tant que ailier fort-fuyant avec Pascal Donadieu, là sera plutôt repositionné plutôt comme un ailier. Pour compléter l'effectif, eh bien, on va retrouver Rocco Perkachin, poste 5, qui lui de son côté, eh bien, va plutôt être repositionné en poste 4, en tout cas c'est le souhait de Julien Mahé pour la saison qui arrive. Ce qui nous fait donc un roster assez nouveau du côté de Nanterre, avec de la nouveauté à la tête de l'équipe, mais aussi de la nouveauté sur les parquets avec plusieurs joueurs donc que l'on va découvrir. Zakai Ziegler, Donta Scott et enfin Mitchell Saxen. Ça va être très intéressant et très intriguant à suivre. Sans plus attendre, je vous propose de parler des joueurs que je vais particulièrement suivre cette intersaison, et je vais commencer par celui qui aura les rênes de l'équipe, Zakai Ziegler. Alors, les rênes de l'équipe, c'est encore un bien grand mot puisqu'il sera quand même accompagné sur le poste 1 par Benjamin Séné qui est un véritable taulier dans cette équipe, mais Zakai Ziegler, il possède un profil très intéressant, c'est une des signatures qui me hype le plus cette intersaison. Zakai Ziegler, c'est un joueur voilà, qui nous sort de NCAA avec une très grosse réputation. Il est décrit comme un meneur d'hommes, c'est un meneur de petite taille, au profil un petit peu atypique, hein. Il est capable de très gros coups de chaud à 3 points, il est capable d'être adroit, mais c'est aussi un joueur qui a la particularité d'être un très fort défenseur. Est-ce qu'il nous fera penser à John Linehan, le virus? On verra, mais en tout cas, voilà, c'était l'un des meilleurs défenseurs du championnat universitaire malgré sa petite taille. Donc ça va être très intéressant à suivre, et puis c'est surtout aussi un joueur qui est capable de faire briller ses coéquipiers. C'était l'un des meilleurs passeurs aussi du championnat universitaire, et donc ça nous offre quand même un cocktail assez intriguant entre coups d'éclat offensif possible, un véritable meneur d'hommes, une sangsue, un très gros défenseur, et donc une capacité aussi à faire briller et jouer ses coéquipiers. Donc tout ça me hype énormément, j'ai très hâte de voir évoluer Zakai Ziegler, et je suis sûr qu'on va beaucoup en entendre parler cette année. Pour l'accompagner dans les joueurs à suivre, eh bien je vais parler du prospect Hugo Yimga Mukuri, qu'on a vu évoluer avec l'équipe de France et du côté du Pôle France la saison dernière en National 1. Il commence à faire beaucoup de bruit et c'est un prospect NBA. Le plan pour Nanterre, ça va être de le développer. Pourquoi pas voir Hugo se faire drafter à la draft d'ici 2 ans. En tout cas, Nanterre va lui confier des responsabilités cette année, et ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien, tout simplement parce que Nanterre n'a pas été recruté un très gros poste 3 américain devant lui. Si Donta Scott sur le poste 4 va pouvoir faire la bascule sur le poste 3, eh bien c'est Lucas Dussoulier qui avait plutôt été habitué à évoluer sur le poste 4 avec Pascal Donadieu qui sera repositionné sur le poste 3. On voit donc là déjà toute la complémentarité qu'il pourra y avoir entre ces deux joueurs. Lucas Dussoulier est un joueur qui aime bien s'écarter, qui a une capacité de shoot assez importante, un joueur qui n'aime pas forcément aller à la maillotche dans la raquette pour aller se bagarrer, et ce rôle-là, c'est quelque chose que va notamment pouvoir apporter Hugo Yimga Mukuri s'il va devoir prendre quelques kilos. C'est un joueur très clairement qui a une dimension athlétique très intéressante qui va lui permettre aussi d'apporter ses qualités physiques dans la raquette, d'aller aussi au rebond, prendre du rebond et aussi aller apporter aussi des qualités offensives qu'il va devoir encore continuer à développer mais qui sont déjà assez intéressantes. Donc très clairement, Hugo Yimga Mukuri, c'est un très
très jeune joueur, 18 ans, mais sans nul doute l'un des espoirs du basket français et forcément, je vais beaucoup l'observer. Enfin, pour terminer sur mes joueurs à suivre, eh bien forcément, comment ne pas parler de celui qui sera potentiellement le leader offensif de cette équipe, Mathis Dossou-Yovo. Mathis que l'on avait vu rayonnant et dominant sous les ordres de Julien Mahé pour sa première vraie saison dans l'élite avec Saint-Quentin. Mathis Dossou-Yovo avait montré qu'il était capable d'emmener une équipe vers les playoffs et c'est ce sur quoi il va devoir s'attacher cette saison. On connaît ses capacités offensives, c'est un joueur qui a un très bon toucher, qui est capable de sanctionner les équipes qui restent un petit peu trop basses en tête de raquette. C'est un joueur aussi qui est capable de très bien finir proche du cercle, qui est capable aussi d'impacter le rebond même si ce n'est pas le joueur le plus athlétique qui soit. Mathis Dossou-Yovo, c'est une vraie valeur sûre pour Nanterre qui soit donc maintenant doté d'un pivot de très grande qualité. Abordons maintenant mes craintes et mes motifs d'espoir. Le premier point que je vais aborder, et à ce stade c'est beaucoup plus une interrogation qu'une crainte, parce que déjà l'intersaison à mon sens et le mercato est nettement plus réussi que celui de la saison passée, avec un recrutement qui n'a pas été tardif et des profils qui me semblent assez complémentaires et qui jouent sur de vrais postes de jeu. Quand je disais la saison dernière que Justin Tillman était un 5, mais c'était pas vraiment un 5, c'était plutôt un 4, et que Ahmad Caver était plutôt un 2, mais qui jouait meneur, eh bien cette année, on a des joueurs qui évoluent sur leur vrai poste, et ça c'est plutôt rassurant, mais continuons quand même sur mes interrogations. Donc ma première interrogation, c'est qu'on est quand même sur, encore une fois, une nouvelle saison de transition. Alors peut-être pas de transition, mais en tout cas, on est sur un nouveau cycle qui démarre avec un nouveau coach, potentiellement aussi une nouvelle identité, et donc un nouveau Nanterre. Et si je parle de nouvelle identité, c'est parce que, oui, Julien Mahé, on connaît son style de jeu qu'il a déployé et qu'il a su peaufiner avec Saint-Quentin. On est sur un style de jeu qui n'est pas celui de Pascal Donadieu, qui n'est pas celui de Philippe Da Silva, qui essayait de se vouloir dans la continuité avec un basket plutôt offensif. Julien Mahé, pour lui, la rigueur défensive, c'est quelque chose de très important. Et même s'il aura des joueurs avec des qualités offensives plus importantes que ce qu'il a pu avoir du côté de Saint-Quentin, on connaît son style de jeu et potentiellement, on sera sur un nouveau cru du côté de Nanterre avec un style de jeu un petit peu différent de ce qu'on aurait pu voir par le passé. Le deuxième point, et qui là, pour le coup, pour moi, est une vraie crainte, j'attendais d'avoir de réelles garanties offensives sur le poste 2, et donc la signature qui a été faite du côté de Nanterre, c'est la signature de Jérémy Senglin. Alors Jérémy Senglin, oui, c'est son 3e retour du côté de Nanterre. Parfois, les retours ont du bon et parfois également ce sont de mauvais plans. Et j'ai peut-être l'impression que Jérémy Senglin va faire partie de cette deuxième catégorie. Il a des capacités offensives qui sont plutôt intéressantes avec un bon shoot extérieur et je m'attendais personnellement dans son profil à voir arriver un profil peut-être un petit peu plus dominant, un profil encore un peu plus scoreur, même si on sait que le profil initialement recherché à la base était plutôt un two-way player, c'est-à-dire un joueur avec des capacités offensives mais aussi capable de très bien défendre. En tout cas, j'ai un petit peu peur du rendement que va avoir Jérémy Senglin et pour ça, je vais faire assez attention à son rendement, notamment offensivement dans son efficacité au tir. Le troisième point dont je vais parler, et qui pour le coup n'est pas un doute mais une interrogation, c'est qu'il va y avoir, comme je l'ai dit, de grosses responsabilités, ou en tout cas des responsabilités sur les épaules de Hugo Yimga Mukuri. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va réussir à les assumer au fur et à mesure de la saison, mais c'est vrai que le poste 3 me semble un petit peu léger. Je l'ai dit, Lucas Dussoulier, même si c'est un ailier de formation, il a été habitué depuis plusieurs saisons maintenant à évoluer sur le poste 4. Donta Scott va quand même pouvoir faire la bascule et apporter un coup de main sur le poste 3, mais ce qui veut dire que de la place est faite à Hugo Yimga Mukuri et il va quand même découvrir cette division. Il évoluait du côté de la Nationale 1 la saison dernière et donc faire la bascule et effectuer la transition entre la N1 et la Betclic Elite, ça ne va pas être facile. Attention quand même à ne pas se cramer les ailes. Maintenant, du côté de mes motifs d'espoir, et il y en a quand même pas mal parce que j'aime beaucoup ce mercato, je trouve déjà à premier point intéressant qu'il y a quand même un savant mélange entre du QI basket avec du potentiel également avec Hugo Yimga Mukuri, avec Mitchell Saxon et Zakai Ziegler aussi, du shoot également, il y a quand même du shoot, une belle capacité de shoot pour Lucas Dussoulier, quand même pour Jérémy Senglin, pour Zakai Ziegler, pour Donta Scott également, pour Mathis Dossou-Yovo, même si ce n'est pas forcément du shoot derrière l'arc, et également il y a un potentiel défensif qui me semble très intéressant, et donc oui, je trouve qu'il y a quand même une équipe sur le papier qui me semble assez complémentaire dans les profils, et ça j'aime bien, et ça promet peut-être du très bon
pour Nanterre cette saison. Deuxième élément positif, sur les profils qui ont été recrutés, je trouve qu'il y a de la polyvalence avec des joueurs qui vont être capables d'alterner sur plusieurs positions, et ça c'est plutôt positif. Surtout que ça devrait être le cas sur plusieurs postes. Benjamin Séné, poste 1, est capable de jouer poste 2. On a Lucas Dussoulier, dont je parlais, qui va pouvoir faire la bascule entre les postes 3 mais aussi poste 4. Ce sera également la même chose pour Donta Scott entre le poste 4 et le poste 5. Mathis Dosuyovo et Rocco Porcachin, selon les options, pourront à la fois jouer 5 mais aussi jouer 4. Donc sur tous les postes, en fonction des match-ups, en fonction des fautes, peut-être des problèmes de faute et des pépins physiques, eh bien Julien Mahé aura beaucoup de cartes tactiques dans sa manche, et ça c'est plutôt positif et c'est un bel atout. Enfin, et j'en parlais dans les craintes, eh bien je le mets aussi dans les motifs d'espoir, en tout cas dans les éléments enthousiasmants pour la saison à venir, c'est que Hugo Yimga Mukuri va avoir des responsabilités. C'est important de valoriser la formation française, c'est important donc de mettre les jeunes joueurs français sur le terrain, surtout lorsqu'ils ont du potentiel, et Julien Mahé a montré qu'il était capable de donner des responsabilités et de faire éclore aussi des jeunes talents. On l'a vu à Saint-Quentin avec Hugo Besson, avec Melvin Agença, plus récemment avec également Lucas Boucaud, et à un degré encore plus élevé avec Nolan Traoré. Donc potentiellement, eh bien, j'espère que Hugo Yimga Mukuri pourra s'inscrire dans cette lignée et que Nanterre parviendra à le faire drafter. Enfin, dernier motif d'espoir, c'est qu'on est globalement sur une équipe qui sera composée, j'ai l'impression, de facteurs X avec beaucoup d'homogénéité et beaucoup de danger qui peut provenir un petit peu de tous les côtés, avec des joueurs qui vont être capables d'un match à l'autre tout simplement de sortir de leur boîte. Un match, ça peut être Zakai Ziegler, l'autre match, ça peut être Benjamin Séné, ça peut également être Paul Lacombe, ça peut être Donta Scott, ça peut être Hugo Yimga Mukuri, ça peut être Mathis Dosuyovo, tout comme ça pourrait être Donta Scott. Donc très clairement, il va un petit peu falloir choisir son poison pour les équipes adverses, et ça promet quelque chose d'assez positif. On ne sera pas comme ça a été le cas avec le CSP Limoges l'année dernière, avec une menace offensive très clairement identifiée, et sur le reste, un effectif avec relativement peu de danger. Là, on sera quand même sur un effectif avec beaucoup d'homogénéité et du danger qui semble pouvoir provenir de tous les joueurs. On continue à monter dans le classement, et à la 7ème place, eh bien je pense que l'Élan Chalon a une carte à jouer. La saison dernière de l'Élan Chalon a été très clairement très riche en émotions. Alors, je commencerai par parler de l'effet Elric Delors. Elric le magicien, c'est comme ça que je l'avais appelé dans mon bilan effectué la saison dernière. L'effet Elric Delors, tout simplement parce que le coach qui a démarré la saison du côté de l'Élan Chalon, c'était Savo Vucevic, le monténégrin. Savo Vucevic a été remercié et Elric Delors est arrivé, et il est arrivé avec un paquet de victoires à son actif, et il a surtout permis à Chalon de se qualifier pour les playoffs. Et ça, très clairement, quand on voit le démarrage catastrophique de l'Élan Chalon, eh bien ce n'est pas rien. Donc oui, il y a eu un vrai effet Elric Delors. L'effet Elric Delors, au-delà des résultats, c'est aussi traduit par un changement spectaculaire dans les attitudes et surtout dans le style de jeu de l'équipe. Elric Delors a su insuffler de la confiance, qui a permis d'enfiler les paniers à l'Élan Chalon, qui a produit un jeu d'attaque tout simplement exceptionnel, où ils ont dépassé la barre des 100 points sur plusieurs fois la saison dernière, avec aussi des écarts qui ont grimpé à plus 30, notamment au Colisée. Et enfin, lorsque je parlais de la confiance insufflée par Elric Delors, comment ne pas parler de Jeremiah Hill. Jeremiah Hill, que l'on avait vu un petit peu à la peine avec Savo Vucevic sur le début de saison, il a été tout simplement incandescent, avec notamment une très grosse série de prestations sur le mois d'avril ou sur le mois de mai. Jeremiah Hill, tout simplement, il a été monumental, et on verra si l'Élan Chalon a réussi à le conserver quand on parlera du mercato. Puisqu'avant de parler du mercato, eh bien, je m'intéresse aux moyens financiers du club. L'Élan Chalon, maintenant, voilà, c'est un club historique du championnat français, un club aussi qui possède des moyens assez intéressants. 9e budget et 8e salarial la saison dernière. Très clairement, on est sur un club qui est plutôt dans la moyenne des moyens financiers, mais qui dispose quand même de moyens assez intéressants, en tout cas bien plus conséquents que les équipes qui sont plutôt dans le bas de tableau en termes de moyens financiers. Et donc ces moyens financiers ont-ils permis de conserver les meilleurs joueurs de la saison dernière ? On va le voir tout de suite avec les départs. Donc des départs, il y en a quand même eu quelques-uns, mais si vous prêtez bien attention à ces départs, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de Jeremiah Hill. Et oui, en tout état de cause, Jeremiah Hill sera toujours à la tête de l'équipe de Chalon la saison prochaine. Mais avant ça, parlons un petit peu des départs, et des départs de taille, il y en a
quand même eu. Michael Stockton, voilà, qui peut-être va rejoindre un autre club français en cours de saison pour continuer son tour de France des clubs de l'élite. Michael Stockton, voilà, il était arrivé en cours de saison, il avait apporté sa sérénité et son playmaking à l'élan Chalon, il avait fait grand bien à cette équipe. Un autre départ de taille, cette fois, l'élan Chalon souhaitait le conserver, c'est Brandon Paul, qui après avoir démarré la saison du côté de la JL Bourg, eh bien, avait rejoint l'élan Chalon. Il avait fait admirer ses qualités de finisseur, son shoot impeccable et très clairement, il avait fait de gros cartons, un très gros shooter à 3 points. Autre départ en NCAA cette fois, c'est celui de Noah Badibanga et sinon à l'intérieur, eh bien là aussi il y a des départs de taille. D'abord Olivier Cortal qui a rejoint le club de Denain en Élite 2, mais aussi et surtout 2 joueurs qui ont participé à la formidable remontada la saison dernière, Zeljko Sakic sur le poste 4 et Dusan Ristic, le très grand pivot croate. Du côté donc des arrivées, eh bien il a fallu compenser ces départs. Et Chalon nous a offert des signatures très intéressantes. Je vais parler d'une des signatures qui me hype le plus, c'est Mathéo Leray qui nous provient tout droit du club Rochelais, voilà le premier Rochelais. Mathéo Leray a découvert donc l'élite du basket français avec le club de La Rochelle et il a pu faire admirer toutes ses qualités, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'accompagner, eh bien, on a un joueur qui, lui, de son côté, va découvrir la Betclic Elite la saison prochaine. Il évoluait du côté de Rouen en Pro B. C'est Clarence Nadolny qui va passer le cap. Enfin, on a aussi des joueurs que l'on n'a jamais vu évoluer en France. C'est le cas de Nate Darling qui va reprendre le rôle de shooter qu'avait Brandon Paul. L'arrière canadien est un très gros shooter. Et sur les postes intérieurs, eh bien, il y a Chris Johnson que l'on avait déjà vu évoluer du côté du BCM Gravelines et également Justin Mutz et Obina Anochili-Killen. Et donc à ces arrivées, comme vous l'avez bien compris, il y a quand même quelques joueurs qui sont restés avec 2 annonces de prolongation qui ont ravi les fans chalonnais. La grosse annonce, c'est quand même la prolongation de Jeremiah Hill. En fin de saison dernière, Elric Delors avait plaisanté en disant que vu le niveau actuel de Jeremiah Hill, il serait impossible pour Chalon de le conserver, à part peut-être de vendre la cathédrale de Chalon. Eh bien je vous rassure, la cathédrale de Chalon est toujours là et Jeremiah Hill aussi. Alors c'est un très gros coup vu la saison que nous a fait Jeremiah Hill la saison dernière, une saison de calibre MVP. Pour l'accompagner, et c'est aussi l'une des grosses prolongations cet été en Betclic Elite, eh bien c'est l'ailier Zach Cuthbertson qui nous a effectué une très belle année pour sa découverte de la Betclic Elite, un ailier très physique, très athlétique, très gros défenseur aussi et sans nul doute, il va continuer à progresser et peut-être qu'il aura encore plus de responsabilités offensives dans cette équipe. Et bien évidemment, eh bien, il y a aussi des jeunes joueurs qui seront toujours là, Yohan Choupas également qui a signé une saison intéressante la saison dernière, et puis les jeunes potentiels Akram Nagy et Yanis Tonnelier qui ont aussi apporté leur écho en fin de saison dernière. Sans oublier, et bien sûr j'allais l'oublier, Lionel Godou, voilà le capitaine de l'équipe qui fait partie des meubles et qui avait re-signé, il me semble, 3 ans à l'intersaison l'année dernière. Maintenant, du côté de mes joueurs à suivre, je ne vais pas faire dans la facilité, je ne vais pas parler de Jeremiah Hill, je ne vais pas parler de Zach Cuthbertson, non, je vais parler d'un autre duo, à commencer par Mathéo Leray, vous le savez, c'est mon chouchou. Voilà, j'habite à La Rochelle, donc Mathéo Leray, ça fait 2 ans que je le vois évoluer du côté de La Rochelle, en Pro B mais aussi en Betclic Elite, et je suis ravi de cette signature, ravi car il devrait avoir un terrain d'expression pour pouvoir montrer toutes ses qualités qu'il a pu montrer la saison dernière du côté de La Rochelle dans une équipe qui était en grande difficulté offensive. En grande difficulté offensive, ce n'est pas comme ça que l'on peut qualifier Mathéo Leray, qui dispose vraiment d'un QI basket et d'une vision de jeu qui est exceptionnelle, et à cela, on ajoute une qualité de passe qui, elle aussi, est exceptionnelle. Donc un joueur qui vraiment va pouvoir reprendre le rôle de Michael Stockton avec un profil bien différent, un joueur forcément qui est beaucoup plus jeune, mais qui a de la vista, qui est capable de jouer la transition, qui se projette très vite. C'est un joueur instinctif, il fera un duo très spectaculaire avec Jeremiah Hill, il va faire enflammer le Colisée avec des actions et des passes de très haute volée. Je n'ai aucun doute sur son acclimatation à cette équipe, et dans un style de jeu assez offensif prôné par Elric Delors, eh bien je trouve que c'est vraiment un très bel ajout pour l'effectif du coach français. Et si je crois aussi beaucoup à Mathéo Leray cette saison, c'est qu'il n'aura pas de meneur américain devant lui, il sera épaulé sur le bas court, on va l'appeler comme ça, de Clarence Nadolny et Jeremiah Hill. Jeremiah Hill, voilà, on sait, ce n'est pas forcément un meneur de métier, et donc Mathéo Leray, il remplit très clairement cette case-là. C'est un véritable meneur, un meneur de métier, un meneur capable de faire jouer ses coéquipiers, capable de les faire briller aussi, et je pense très clairement qu'il a un profil qui est très complémentaire de celui
de Jeremiah Hill. Et là où Matteo Leray va aussi avoir beaucoup d'importance, c'est que potentiellement sa rotation sera Clarence Nadolny, un joueur qui lui va découvrir de son côté la Betclic Elite, et donc je pense que Matteo Leray va d'autant plus avoir un rôle très important la saison prochaine. Pour l'accompagner sur les joueurs à suivre, eh bien j'ai envie de parler d'un intérieur américain, c'est Justin Mutz. Alors Justin Mutz, il est un petit peu aux antipodes des intérieurs qui sont partis du côté de l'Élan Chalon, il n'a pas du tout le même profil que celui de Dusan Ristic, et Justin Mutz, j'ai l'impression que Elric Delors fonde énormément d'espoir en lui, peut-être un joueur qui aura potentiellement la trajectoire, en tout cas en lucette, d'un Devin Booker. En tout cas, un joueur qui est capable de jouer poste 5, mais qui pourra aussi jouer sur certaines séquences poste 4. Un joueur qui est très athlétique, bondissant, et peut-être qu'il s'inscrira dans la lignée des intérieurs de Chalon qui ont réussi. J'ai parlé de Devin Booker, de Clint Capella, même si forcément, je ne vois pas un avenir en NBA pour Justin Mutz, il sera en tout cas l'un des joueurs à suivre. Parlons maintenant de mes craintes et de mes motifs d'espoir, et ma première crainte, je n'en ai pas encore parlé, c'est qu'il y a eu la signature, vous l'avez vu, de Chris Johnson, mais il y a quand même un petit imbroglio autour de Chris Johnson. Alors peut-être que cet imbroglio est résolu, je ne sais pas de quelle manière, au moment où cette vidéo sortira. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, Chris Johnson a rejoint l'effectif avec du retard. Il n'a pas encore réussi à passer sa visite médicale et donc on est un petit peu dans une zone de flou. Et ça, c'est une crainte, notamment parce que Chris Johnson, il allait avoir un rôle assez important au poste 4, mais aussi peut-être un petit peu au poste 3. Et en fonction de comment évoluera cette affaire, et de si Chris Johnson fera bel et bien partie de l'effectif final de l'Élan Chalon, eh bien ça m'amène à mon deuxième point, c'est qu'avec des départs de taille, notamment dans un domaine, celui du spacing, eh bien Chris Johnson aurait fait beaucoup de bien. Car oui, la saison dernière, l'une des principales qualités de l'Élan Chalon, c'était sa force de frappe offensive et surtout son spacing apporté et mis en valeur d'autant plus par des intérieurs qui étaient capables de s'écarter et de sanctionner avec une énorme fiabilité. Je pense à Zeljko Sakic, je pense également à Dusan Ristic, le pivot de 2m12, 2m15 qui était capable de tourner à pas loin de 50% de réussite à 3 points. Et ça, ce sont donc des armes que ne vont pas posséder l'Élan Chalon, qui va posséder une raquette qui sera beaucoup plus athlétique, une raquette qui sera beaucoup plus physique, qui va pouvoir aussi peut-être être un petit peu meilleur au niveau du rebond. Par contre, ce sont des joueurs qui ne vont pas pouvoir s'écarter. Et à ce niveau-là, c'est vrai que Chris Johnson, avec une belle fiabilité, on connaît ses qualités de shooter à 3 points, en étant repositionné sur le poste 4, eh bien, il allait pouvoir apporter cette menace capable d'amener du spacing. Donc effectivement, on verra ce que va devenir l'affaire Chris Johnson et si ça permettra aussi à l'Élan Chalon eh bien, de pouvoir augmenter un petit peu son spacing. Mon dernier point qui est une crainte, parce que ce n'était pas le cas la saison dernière, c'est qu'on est quand même sur une équipe qui sera européenne la saison prochaine. L'Élan Chalon va disputer le tour préliminaire de la BCL afin de pouvoir se qualifier pour le tour principal. L'Élan Chalon sera au pire reversé en FIBA Europe Cup et donc il va falloir apprendre à gérer un effectif avec 2 matchs par semaine. L'Élan Chalon a été flamboyant l'année dernière, mais c'est vrai qu'avec un match par semaine, c'est aussi plus simple. On n'a qu'un match sur lequel se concentrer et plus de temps à la fois de préparation, mais aussi de repos et de récupération. Donc comment, avec un effectif et un mercato très intéressant, eh bien l'Élan Chalon va pouvoir gérer 2 matchs par semaine, c'est quelque chose que l'on va pouvoir voir, ce n'est pas toujours super évident. Parlons maintenant de mes motifs d'espoir. Alors le premier, je vais faire très simple, ça va tenir en une phrase, les prolongations de Jeremiah Hill et de Zach Cuthbertson qui ont été 2 des leaders de la fantastique saison de l'Élan Chalon la saison dernière. Ça va être très clairement eh bien, des éléments qui vont amener de la stabilité et de la sérénité et qui vont permettre aussi de faciliter les repères collectifs. Deuxième point positif, c'est qu'on va aussi être sur des recrues qui ont du potentiel mais qui ont tout à prouver et donc qui vont vouloir avoir faim et qui vont être compétitifs, je l'espère, sauf Chris Johnson bien entendu qui de son côté est un vétéran, mais on a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup à prouver et donc je sens qu'on va avoir une équipe qui a de la jeunesse mais qui a aussi beaucoup d'enthousiasme, de l'enthousiasme forcément incarné aussi par Matteo Leray, par Clarence Nadolny et par les quelques jeunes joueurs de l'effectif qui ont montré de belles promesses, Akram Nagy, Yanis Tonnelier, Yohan Choupas et effectivement des joueurs qui en sont encore relativement au début de leur carrière. Justin Mutz, Obina Anochili-Killen et puis aussi Nate Darling qui voilà est un joueur avec un pedigree mais qui après avoir connu pas mal de blessures voudra prouver que c'est un joueur de calibre supérieur. Troisième point positif, et là aussi je vais faire assez vite, c'est qu'on est sur un effectif qui possède beaucoup de polyvalence et une belle marge de progression. J'ai parlé des différents jeunes joueurs voilà, qui vont soit découvrir l'élite, soit qui ont affiché des promesses la saison dernière. Il y a un effectif avec des joueurs qui ont une marge de progression encore super importante et de la polyvalence au
aussi dans les profils avec des joueurs capables d'évoluer sur plusieurs positions, notamment sur les postes 1, 2, 3. Donc ça va permettre aussi beaucoup de choix et beaucoup d'options pour Elric Delors. Dernier point, et j'ai commencé à en parler lorsque je parlais du potentiel manque de spacing, c'est qu'on va avoir notamment une raquette qui sera composée de profils différents, une équipe globalement qui, je pense, va avoir plus de capacité physique, plus de potentiel athlétique, plus de potentiel physique aussi, et donc potentiellement qui sera un petit peu supérieur sur le domaine du rebond et en défense, parce qu'on a vu aussi sur quelques matchs à quel point la défense chalonnaise pouvait prendre l'eau l'année dernière et pouvait un petit peu subir la présence et l'intensité physique de leurs adversaires. Donc cette année, on va augmenter d'un curseur sur ce niveau-là, ce qui devrait quand même être bien plus positif. Et c'est donc de Cholet Basket que je vais parler pour terminer cette vidéo. À la 6e place, donc directement qualificatif pour les playoffs, eh bien je pense que les Choletais peuvent réaliser encore une fois une très belle saison. Saison peut-être légèrement moins bonne que la saison dernière, puisque l'année dernière ils ont terminé à la 4e place, mais une 6e place c'est quand même très bien. Je commençais à en parler, l'année dernière, Cholet a terminé à la 4e place et donc a été l'une des grosses surprises de la saison. C'est le premier élément qui personnellement m'a marqué et forcément qui dit belle surprise dit aussi un très bon travail effectué par le coaching staff et notamment par le coach de l'équipe professionnelle qui était un rookie. Et donc oui, il faut saluer le travail de Fabrice Lefrançois qui a été élu coach de l'année. Ça a été aussi l'une des belles histoires de la saison. Enfin, dernier élément marquant, et là, il ne va pas être positif car je ne veux pas que les supporters Cholet commencent à avoir les chevilles qui gonflent, c'est que le parcours européen de Cholet a été très frustrant et malheureusement on se souvient tous de leur élimination qui pour le coup chez moi est très mal passée. Avançons et parlons maintenant des moyens financiers. Cholet n'est pas un club qui dispose des plus gros moyens de la division. 8e budget et 13e masse salariale la saison dernière. Si le budget est plutôt intéressant, dans la moyenne on va dire des budgets de la division. En ce qui concerne la masse salariale par contre, la 13e c'était une masse salariale qui était quand même relativement faible et donc ça va être d'autant plus intéressant de voir ce qu'il s'est passé comme mouvement à l'intersaison. Comme vous pouvez le voir, eh bien il y a eu énormément de mouvements et énormément de départs à l'intersaison. Oui, lorsque l'on est un club avec relativement peu de moyens en termes de masse salariale et que l'on fait une très belle saison, forcément ça attise les convoitises et donc des joueurs sont convoités. Alors, je vais commencer par le haut. On a d'abord deux jeunes joueurs du Cholet Basket qui sont partis, Romain Valacou et Soren Braque du côté du BCM Gravelines. Soren Braque, ce n'était pas forcément un départ qui était attendu puisque Fabrice Lefrançois et le club de Cholet souhaitaient conserver le meneur qui a eu l'occasion de prendre quelques minutes la saison dernière et qui a montré qu'il avait plus que le niveau, mais Soren Braque souhaitait plus de responsabilités et on sait qu'avec la future promotion de Aaron Towonanti, eh bien ça allait faire énormément de concurrence et peut-être pas autant de responsabilités et de temps de jeu que souhaitait avoir Soren Braque. Sur les postes extérieurs, eh bien il y avait Matteo Bordes qui était prêté du côté de Hier-Toulon la saison dernière qui va être libéré et Stephen Smith, le scoreur sur le poste 2 qui provenait de Orléans, eh bien a réalisé une plutôt belle saison et va de son côté rejoindre l'Allemagne aux côtés de Trey Buchanan, l'arrière manceau. Sur les autres poste, il y a Cleveland Melvin qui va partir, tout comme Mohamed Diawara qui a été drafté et donc qui va essayer de gagner sa place du côté du roster des Knicks de New York. Darrell Poirier qui était arrivé à la fin de la saison pour compenser des blessés n'est pas conservé. Bastien Vautier de son côté a été très difficile à retenir et va découvrir l'Euroleague du côté de l'Asvel. Mohamed Sanké est prêté du côté de Vichy et enfin Aaron Wheeler qui malheureusement avait connu une blessure en début de saison, ce qui avait pu freiner sa progression ou son intégration dans le collectif, et bien ne sera plus là à la rentrée. Du côté des arrivées, un Diawara en remplace un autre avec l'arrivée de Digué Diawara. Après avoir performé du côté du Portel, il était temps que Digué Diawara rejoigne un club avec un plus haut standing. Ce sera le cas du côté du Cholet Basket, une très belle recrue si vous voulez mon avis. Pour l'accompagner, il y aura Delen Kuntz qui va reprendre le rôle du shooter et du scoreur qu'avait Stephen Smith, nous provient du championnat hongrois. Il y a Chibuzo Agbo également qui va découvrir le basket européen et la Betclic Elite. Keshawn Justice qui va aussi découvrir la Betclic Elite, tout comme Kudus Wahad. Et enfin, Cholet Basket a payé un buyout au CSP Limoges pour libérer et faire venir Mo Diarra. Ce qui nous donne donc un roster avec des éléments plutôt intéressants. En tout cas, au niveau du roster global, j'ai l'impression qu'on est sur un profil d'équipe assez homogène et je vois très clairement directement la philosophie de jeu qu'a envie de mettre en place Fabrice Lefrançois. Avant ça, parlons quand même de quelques joueurs qui sont restés. Il y a tout d'abord le poste 1 qui sera similaire avec TJ Campbell et Nathan de Souza. Et puis la nouvelle, c'est oui, l'intégration au roster professionnel de la pépite
française Aaron Towonansi. Pour les accompagner sur le poste 2, il y a aussi un élément fort de la saison dernière, Gérald Ayayi, qui sera toujours dans les Mauges. Et enfin, le dernier joueur qui est resté, c'est Jamoni McNeese, la rotation l'année dernière de Bastien Vautier, le marsupilami, celui qui a des trampolines dans les mollets, sera toujours présent du côté de la Mairie la saison prochaine. Alors on va commencer à parler un petit peu plus du profil de cet effectif en parlant des joueurs à suivre, et je vais commencer par parler de Dalen Kountz. Alors Dalen Kountz, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il va réussir à reprendre le flambeau laissé par Stephen Smith. Stephen Smith était censé apporter la saison dernière une menace offensive certaine que Cholet Basket avait grandement manqué il y a 2 ans. Eh bien il a plutôt bien réussi à prendre ce costume-là, Stephen Smith. C'était un joueur sur un relativement court temps de jeu qui était capable de venir mettre des points, qui était capable aussi de faire la différence individuellement. Donc Dalen Kountz arrive en espérant reprendre ce rôle. On va voir, il arrive avec de gros cartons effectués du côté de la Hongrie. On sait que la transition peut parfois être un petit peu compliquée lorsque l'on passe d'un championnat mineur à un championnat majeur. En tout cas, il a un vrai potentiel offensif et donc je vais surveiller son adaptation car oui, il va être capable de faire des cartons, mais il va aussi falloir qu'il soit régulier car Stephen Smith était plutôt régulier dans son apport. Un deuxième joueur que je vais maintenant observer, et ça peut être une assurance tout risque qui permettra aussi peut-être parfois à Dalen Kountz d'avoir un petit peu d'irrégularité, c'est Gérald Ayayi. Gérald Ayayi, il monte en puissance saison après saison et il s'est très clairement affirmé l'année dernière comme l'un des meilleurs joueurs du Cholet Basket, l'un des joueurs les plus réguliers dans son impact. Il a progressé, il a beaucoup progressé, il a montré tous ses progrès offensifs la saison dernière. Je m'attends encore à ce qu'il passe un cap. Sa présence dans l'effectif choletais la saison prochaine, eh bien, n'avait pas été très claire, voilà, elle a été même un petit peu incertaine. Je m'attendais aussi à le voir peut-être rejoindre une équipe d'Euroleague, je pensais notamment à Paris Basketball ou peut-être et surtout à l'Asvel qui aurait pu être intéressé par son profil. Je pense que Gérald Ayayi, la saison à venir sera peut-être sa dernière saison du côté de Cholet. S'il est aussi performant qu'il a été la saison passée, eh bien je pense qu'il sera temps pour lui d'aller voir plus haut et peut-être d'aller jouer soit la BCL, soit directement l'Euroleague dans un club un petit peu plus huppé. Enfin, le dernier joueur dont je vais parler, c'est Mo Diarra. Mo Diarra a montré toutes ses promesses la saison dernière du côté du CSP Limoges. C'est un profil qui va venir apporter peut-être quelque chose qui manquait un petit peu la saison dernière avec Aaron Wheeler, c'est-à-dire un joueur qui va être capable à la fois de s'écarter et amener du spacing car il a cette capacité à partir à 3 points même s'il lui manque encore de la régularité dans son adresse, mais aussi c'est un energizer et surtout un super rebondeur. Il a notamment fait de très gros double-double la saison dernière avec le CSP Limoges. Donc c'est un joueur très clairement qui va amener de l'énergie, du caractère, sa combativité dans la raquette, et on le sait, Fabrice Lefrançois l'a dit, il aura envie d'avoir une équipe qui va être un petit peu plus dans le combat avec une dimension athlétique et physique supérieure, notamment au rebond, et très clairement Mo Diarra il rentre dans cette catégorie-là, et ce n'est clairement pas pour rien que Cholet Basket a décidé de payer un buyout pour le libérer. Parlons maintenant de mes craintes et de mes motifs d'espoir. Alors je vais commencer par mes craintes, en tout cas c'est une question que je me pose et que je vous pose également après la très belle saison du Cholet Basket. Est-ce que Cholet va être en capacité de faire aussi bien ou alors est-ce qu'il faut un petit peu tempérer les attentes? Je vous rappelle les moyens financiers, 8e budget et 13e masse salariale la saison dernière. Cholet n'était pas forcément attendu pour effectuer une saison de ce calibre-là. Cholet a été très régulier, Cholet a longtemps été dans le top 3 de la saison dernière. Cholet a réalisé une belle saison européenne. Cholet a effectué aussi une saison très régulière, même si en fin de saison, malheureusement, ils ont connu des blessures qui ont un petit peu freiné leurs ambitions. Que peut-on attendre de la prochaine saison de Cholet dans une Betclic Elite qui est toujours très homogène et où la concurrence est vraiment très accrue? Et c'est peut-être aussi en partie pour ça que je les redescends d'un cran et je les positionne à la 6e place, mais directement qualifiés pour les playoffs, car le recrutement me semble intéressant. Mais de là à les voir positionnés dans le top 3 tout au long de la saison ou à la 4e place en fin de la saison, je pense que ça peut être compliqué et maintenant Cholet sera aussi attendu. Deuxième crainte que je peux avoir, c'est le départ de Bastien Vautier qui avait quand même une importance capitale dans le dispositif offensif de Fabrice Lefrançois. Eh bien les recrues, et notamment Koudou Souahab, eh bien a un profil totalement différent et donc le jeu d'attaque sera peut-être un petit peu différent pour Fabrice Lefrançois et son équipe de Cholet. Il va falloir remplacer l'impact qu'avait Bastien Vautier aussi dans le passing game, puisque Bastien Vautier c'était très clairement un joueur qui était capable de jouer en fixation, de faire de très bons renversements, de très bons décalages. Il avait une bonne vision du jeu et très clairement c'était un pilier dans le jeu offensif et dans l'alimentation aussi au scoring de
Cholet Basket. Il va falloir remplacer son impact et j'ai très hâte de voir quelles sont les options offensives et tactiques que va mettre en place Fabrice Lefrançois la saison prochaine. Maintenant, ma dernière crainte, c'est qu'on est aussi, je l'ai dit, sur des joueurs étrangers qui vont découvrir soit le basket européen, soit la Betclic Elite. Il va donc falloir qu'ils se mettent au niveau et forcément, il y a toujours des incertitudes à ce niveau-là, surtout lorsque l'on a des joueurs qui proviennent de G-League, un championnat dont il est toujours très difficile de mesurer, on va dire, le niveau comparé à la Betclic Elite. Du côté de mes motifs d'espoir maintenant, eh bien, il y a quand même un petit peu de continuité et notamment sur le poste 1, un poste très important pour venir diffuser, on va dire, l'ADN et les valeurs du Cholet Basket avec TJ Campbell, avec Nathan De Souza également et Gemini McNeese. Donc certes, peu de joueurs qui vont rester, mais des joueurs importants, ce qui va permettre aussi à Fabrice Lefrançois de stabiliser les repères collectifs, notamment avec tout simplement les meneurs qui sont restés. Deuxième élément positif, et là je vais parler de la cohérence du mercato, globalement par rapport à ce que Fabrice Lefrançois a déclaré, j'ai l'impression que les profils de joueurs qui ont été recrutés eh bien, vont tout simplement coller à ce qu'il a envie de mettre en place, c'est-à-dire avoir une équipe qui va vouloir être plus combative, un petit peu plus dominante aussi au rebond et avec un potentiel athlétique un petit peu supérieur. Avec voilà les recrues Mo Diarra et Digue Diawara, on aura très clairement des joueurs qui seront dans l'énergie, des joueurs aussi qui vont amener de la taille aussi, une présence au rebond et ça peut être très intéressant. Un autre élément aussi dont a parlé Fabrice Lefrançois, c'est qu'il voulait plus d'adresses extérieures. C'est vrai que parfois et notamment en fin de saison, on a pu voir que Cholet Basket arrosait, mais arrosait sans réussite. Là, il a aussi ciblé des joueurs qui vont apporter, en tout cas qui sont censés apporter un peu plus d'adresse extérieure. Alors certes, il y a Dalen Koontz qui est un joueur qui peut être régulier à 3 points, il y a aussi Chibuzo Agbo qui est un sacré shooter sur le poste 3, et puis il y a quand même des joueurs sur les postes 3 et 4 avec Digue Diawara, avec Mo Diarra. Sans parler de régularité, ils vont être capables d'apporter aussi un petit peu de spacing, donc ça peut être intéressant. Enfin, et c'est mon dernier élément positif, je parlais effectivement avec Nanterre et Hugo Yimgamukuri de mettre la jeunesse sur le terrain pour valoriser la formation française. Eh bien, la formation chouletaise, on la connaît et on aura le plaisir de voir dans le grand bain lancer Aaron Towo Nancy, voilà, le meneur qu'on a vu avec l'équipe de France U16. C'est l'un des prospects, on l'a vu au Young Star Game, il a énormément de potentiel et donc on va commencer à le découvrir en Betclic Elite. Et ça, rien que pour ça, eh bien, il va falloir suivre Cholet Basket. C'est la fin de la présentation des différentes équipes, ce qui me permet donc d'afficher bien mon classement prévisionnel. Voilà, alors je vais vous expliquer quand même mes choix et ce qui fait que j'ai pu placer certaines équipes devant les autres. Si je positionne Limoges, eh bien, parmi les dernières équipes, on va dire, de ce rang, entre les équipes classées entre la 6e et la 10e place, c'est aussi, on le sait, parce qu'il y a quand même relativement beaucoup d'instabilité du côté de Limoges. On va être sur un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, un nouveau coach également, quelques réserves effectuées effectivement sur l'état de forme physique peut-être de Gavin Ware, avec des joueurs étrangers aussi qui vont découvrir le championnat. Et c'est vrai qu'en termes de réussite sur les joueurs étrangers, eh bien, du côté de Limoges, ça a souvent été mi-figue, mi-raisin sur les dernières saisons. Donc si le potentiel offensif, en tout cas du CSP, semble supérieur par rapport aux années précédentes, eh bien, il y a quand même des incertitudes sur le niveau réel que va pouvoir afficher le CSP. À côté de ça, il y a Dijon qui, je trouve, a effectué un très bon mercato. Ma crainte pour Dijon, et je l'ai exprimé d'ailleurs, c'était sur le niveau du banc, effectivement, et j'ai peur qu'on tire un petit peu trop sur le 5 majeur. J'ai peur aussi peut-être d'un manque d'impact physique au niveau du poste 5, et c'est pour ça que je les positionne aussi un petit peu plus bas que des équipes comme Nanterre 92, l'Élan Chalon et Cholet Basket. Et très clairement, Nanterre 92, j'aime aussi beaucoup leur mercato. Vous pourrez me dire aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux, qui vont devoir s'acclimater, qu'il y a aussi un nouveau coach à la tête de l'équipe. Ce qui peut faire la différence comparé à Dijon, c'est une équipe avec des postes qui sont, je trouve, plus doublés, avec aussi plus de polyvalence. Et puis Nanterre n'aura qu'un match par semaine comparé à la JDA Dijon. Donc ils vont aussi pouvoir se concentrer sur le championnat. Enfin, et oui, j'ai longtemps hésité à intervertir les équipes de Cholet et de Chalon. Pour Chalon, il y a l'imbroglio autour de Chris Johnson et peut-être un spacing qui va être un petit peu moins important. Et puis j'avais aussi envie de récompenser sur le papier le très bon mercato, je trouve, du Cholet Basket et du fait qu'il y a quand même de la continuité et que je trouve que l'impact et le potentiel athlétique de cette équipe va être très intéressant. En tout cas, c'est très clairement pas facile de départager toutes ces équipes et que ce soit entre Cholet Basket, entre l'Élan Chalon ou même entre le MSB dont je n'ai pas encore parlé, eh bien on est sur
sur des équipes qui potentiellement ont un potentiel assez supérieur aux équipes qui sont un petit peu en dessous, mais qui sont très difficiles à départager entre elles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, notamment pour l'ordre du play-in, comment vous classeriez les différentes équipes, et peut-être que vous avez un autre choix. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis forcément, on va se retrouver pour la dernière vidéo, et ça veut aussi dire que c'est bientôt le début de la saison, et donc on est très content. On se retrouvera donc pour aborder les équipes qui, selon moi, eh bien, vont jouer le haut du tableau, et donc devraient jouer la course pour le titre. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.